C'est une bonne question. Julia Young, je crois que on se connaît pas soi-même des fois. Il vaut mieux la découvrir. Mais Julia Young, il y a quelqu'un qui m'a dit, un journaliste il y a quelques années qui m'avait dit, Julia Young est une artiste qui sait lire dans l'âme de ses fans. C'est dans un article de journal. Et certains disent, mes proches me disent que je suis un livre ouvert. Donc, faut croire, je suis entre les deux. Mais pour revenir à votre question, je suis une artiste, donc chanteuse, auteur-compositeur, interprète, créatrice de bijoux, peintre, artiste peintre, plein d'autres choses. Je bidouille tout. Je suis quelqu'un qui invente. J'aime recréer les intérieurs, un peu comme chez moi. Donc j'aime un cocooning, j'aime la déco, j'aime la mode, j'aime créer mes looks. Mais à vrai dire, j'ai commencé à l'Orchestre National par Francis Kingué, qui m'a découvert un tout petit peu par hasard. Car j'avais rencontré quelqu'un dans la rue, juste, j'allais au cinéma à Bia à l'époque, et ce monsieur m'a demandé si j'étais mannequin. Et j'ai dit non. Il me dit, alors chanteuse? J'ai dit oui, je ne sais pas pourquoi. J'ai dit oui, pourquoi? Parce que je chantais souvent avec mon frère qui avait à l'orchestre de Vogt, au collège Vogt, parce qu'il avait fait le collège Vogt, il y avait un petit orchestre. Et donc je me battais quand il était avec ses amis pour chanter, pour faire des chœurs pour eux. Et des fois il me disait mais non. Mais au final, quand il a vu que je chantais juste, il allait me chercher à la cuisine, me dit bon, tu viens faire les chœurs et tout. Et ça me plaisait. Et donc j'ai dit à ce monsieur, je suis chanteuse. Et il m'a dit, ah tiens, je connais un grand monsieur. Il m'a donné le téléphone de Francis Kingué. Il m'a dit, appelle-le. Je l'ai appelé et je suis allée me présenter un matin à la radio. Et il y avait, je savais pas ce qui m'attendait derrière la porte de la radio. Et je pensais que j'allais me retrouver face à Francis Kingué. Quand j'ai ouvert la porte du studio, je me suis retrouvée avec 60 musiciens. Et ça a été un choc pour moi. J'ai failli rentrer chez moi en courant. Et il m'a dit, rentre. Alors, qu'est-ce que tu sais chanter? Je ne savais plus quoi faire, puisque j'étais pas une vraie chanteuse. Mais bon, j'étais allée au bluff. Et puis finalement, j'ai chanté une des chansons que me chantait ma maman quand j'étais petite, qui s'appelle Beethoven, que j'ai inclus dans ce EP, qui s'appelle Beethoven, en bafia qui veut dire les réprimandes. Et donc j'ai chanté cette chanson devant tout l'orchestre national. J'ai fait les premières notes, ils m'ont suivi et il m'a dit je vous garde. Et c'est comme ça qu'il m'a gardé. Il a enregistré cette chanson au studio de la CRTV et qui est devenu mon premier album qui avait été enregistré à la CRTV. Ah oui, avant, bien sûr.
J'ai commencé la musique longtemps avant que la CRTV n'arrive. J'ai commencé la musique en 78. 78, 79. Donc en 80, j'ai commencé à chanter dans les cabarets à Douala, donc le Bosquet. Le Bosquet, c'était la plaque tournante vraiment de tout ce qui pouvait compter comme talent. Camerounais, Lemmy Senghor, Toto Guillaume, Togui, Lambasibé, comment il s'appelle, enfin, tout le monde est, Djoumboulet, enfin, Elvis Kemayou, Pierre Didi Chakunte, Beko Roosevelt, Sam Fantoma, enfin, pour ne citer que, parce qu'il y en avait tellement. Non, mais on sait également par ailleurs que vous avez eu votre éclosion en Côte d'Ivoire, c'est dire que après le Cameroun, vous vous retrouvez en Afrique de l'Ouest. Racontez-nous un tout petit peu Côte d'Ivoire, Burkina Faso, avec d'ailleurs le président Thomas Sankara. Ah, donc, ayant fait parcouru, c'est-à-dire en fait, au hasard, fait quelques concerts au Bosquet et ensuite le Scotch, où j'ai écumé vraiment, enfin, toutes les soirées. Je commençais à tourner en rond et je me suis dit, il faut que j'aille voir ce qui se passe ailleurs. Pour moi, au départ, l'objectif c'était la France, mais sauf que la Côte d'Ivoire, il y a eu une manager, une dame qui est venue de Côte d'Ivoire pour venir me repérer dans la boîte où je chantais, qui m'a dit qu'elle me signait un contrat pour aller chanter en Côte d'Ivoire. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée en Côte d'Ivoire. C'est pas que je suis allée de mon propre chef. Et arrivé en Côte d'Ivoire, ça s'était pas vraiment bien passé avec elle parce que bon, c'était senti que c'était une arnaque, alors que c'était quelqu'un qui venait d'une grande famille, la famille présidentielle. Et puis finalement, par chance, j'ai rencontré pas mal de gens. J'ai chanté, j'ai fait ma première télé en Côte d'Ivoire avec mes chansons et j'ai ouvert mon cabaret en Côte d'Ivoire. Vous allez peut-être rire, mais c'est quelque chose que je tenais à dire ici. C'est quelque chose qui me tient à cœur de rectifier la vérité. Pourquoi? Parce que la Côte d'Ivoire, dans ce cabaret qui s'appelait La Gazelle, à Trècheville, en Côte d'Ivoire, un certain monsieur Dika était venu, c'est lui qui était le chef des travaux de la conception de... C'est une parenthèse, hein, d'élaboration de ce cabaret, celui qui l'a élaboré, qui a fait tous les travaux de conception. Et à la fin des travaux, je l'ai ouvert en grande pompe, il y avait tous les artistes, tout le monde est venu. C'est comme ça que j'ai connu les artistes ivoiriens, les grands artistes ivoiriens, qui sont venus parce que tout de suite j'ai été briefée. Et ce monsieur m'a dit, j'ai un enfant qui s'appelle Roméo, qui ne chante pas, mais qui aimerait chanter. Est-ce que tu peux le mettre en première partie pour qu'il se fasse la voix, ou alors en dernière partie à la fin, avant que les gens ne viennent? Puis j'ai auditionné Roméo Dika. Ce monsieur, c'est Roméo Dika. J'ai auditionné Roméo Dika. Je lui ai dit, bon, écoute, tu viens t'entraîner, et puis c'est comme ça que Roméo Dika est venu. Je dis ça, je fais cette parenthèse pour remettre la vérité, les choses dans leur contexte, parce que Roméo Dika a dit que c'était lui qui m'avait fabriqué dans une interview. Je tenais vraiment à remettre les choses en place, parce que il y a pas mal de gens qui savent cette vérité, mais bon, je suis pas quelqu'un qui parle pour parler, qui raconte des histoires, mais c'est la stricte vérité. Cela dit en passant,
Je reviens sur ma carrière, et je lui dis bonjour d'ailleurs, et lui souhaite une belle continuité dans sa carrière. J'ai été remarquée dans mon cabaret, et j'ai fait pas mal de concerts, dont le concert de la paix, en l'honneur du président Houphouët-Boigny, dans les stades de Bouaké et d'Abidjan. Et un concert où il y avait au moins une centaine d'artistes les plus connus, les Aïcha Kone, Léon Kabel, François Louga, Baïs Pinto, Chantal Taïba, et tous ces chanteurs. Et donc, c'est comme ça que je me suis fait remarquer par le producteur de Tchalamouana, qui s'appelle toujours Ramou Ouedraogo, avec qui je suis toujours en contact, qui est devenu ministre aujourd'hui de l'environnement du Burkina Faso. Ramou Ouedraogo, personnalité magnifique, et il a organisé ce concert en disant mon pays est en train de bouger, j'ai besoin des artistes, est-ce que tu veux bien venir représenter ton pays, le Cameroun, dans mon pays au Burkina Faso. C'était l'an de la révolution burkinabé. Je dis avec plaisir, je ne connaissais pas du tout le Burkina Faso. J'avais entendu parler du Burkina, du nouveau nom du Burkina Faso qui s'appelait à l'époque la Haute-Volta. Et c'est comme ça qu'il a organisé quelque chose, donc ce festival, la Nuit des Dames, avec Tchalamouana, Nayan Kabel, Myriam Makeba, tous les grands noms, Mbili Abel, Mpongolov, Abeti Masikini, donc tous les grands noms. Moi, je commençais à chanter, je n'étais pas vraiment au top des tops. Au top des tops, mais je n'étais pas au top des tops parce qu'il y avait quoi? Il n'y avait pas la télé au Cameroun, donc personne ne me connaissait, personne ne m'attendait. Et on a eu donc 2 concerts dans les 2 stades. Le stade de Ouagadougou et un autre au stade de Bobo Dioulasso. En fait, c'était une récompense. Je pense que il avait compris que les artistes, nous étions les personnes qui véhiculaient un message. Il avait compris cela parce que c'est quelqu'un qui était visionnaire. C'est quelqu'un qui voyait, et il savait que rien que sa voix dans son pays ne pouvait pas porter. Mais le fait d'avoir plusieurs artistes qui venaient de pays complètement différents pouvait véhiculer son message et parler en son nom. Et c'est, je crois, c'est à ce titre-là que j'ai reçu cette médaille. Alors, après le Burkina, on a le stade d'Amadou Ahidjo, où vous prestez également, l'avènement de la CRTV, l'avènement d'ailleurs du président Paul Biya, où vous êtes au cœur même de ces multiples activités politiques. Racontez-nous un peu cette épopée. Mais tout simplement parce que
J'étais jeune à l'époque. J'étais jeune. Belle femme. Ouais. Je démarrais et j'avais énormément d'énergie. Je dansais énormément. On m'appelait la fille au rang de roseau, la fille au rang de roseau. Je ne m'économisais pas et j'aimais ce que je faisais. J'étais passionnée. Et je crois que c'est surtout ça qui a fait à ce que je sois remarquée. Et donc, j'ai chanté avec un énorme plaisir. Pour moi, j'étais honorée. Moi qui venais d'une famille modeste. Vous retrouvez au sommet Je me retrouve au sommet en train de chanter pour des chefs d'État, que ce soit le président Biya, que ce soit au Palais des Congrès, que ce soit pour l'illustre Thomas Sankara, que ce soit pour le président Houphouët-Boigny, dans les deux stades. J'étais honorée et c'est là que ma carrière a démarré en Côte d'Ivoire, a explosé. J'étais dans tous les concerts, alors que j'étais étrangère, j'étais camerounaise. Mais je participais, j'étais à tous les concerts avec les Ivoiriens, les artistes ivoiriens. Et vraiment, ça, c'était quelque chose d'incroyable. Tout simplement parce que en Côte d'Ivoire, en Afrique de l'Ouest, j'avais fait tellement de concerts, tellement de shows, de spectacles pour le Rotary Club, des grands concerts comme l'aide à l'Éthiopie à l'époque, le We Are the World pour l'Éthiopie. On a fait une chanson, un concert, le concert qu'on appelait le concert pour l'aide à l'Éthiopie avec Youssou N'Dour, tous ces grands chanteurs. Donc on a fait un disque qui, disons, humanitaire. Et j'ai fait d'autres concerts. Et puis je me disais, j'ai fait le tour. J'avais envie, parce qu'au départ, ma première destination, c'était la France. Comme tout le monde, on avait envie d'aller, tout artiste africain. Le rêve. Le rêve a envie d'aller en France. Je me suis dit, tout allait bien à Abidjan pour moi. J'avais un cabaret, j'avais des concerts. J'étais installée, j'étais reçue par tous les journalistes ivoiriens. J'étais encensée. Et au Burkina Faso également. Qu'est-ce qu'il me fallait? Donc, aller voir, pousser la porte pour aller voir ce qui se passe ailleurs. J'ai laissé mon confort pour venir en France. Le Stade de France, par la suite, vous êtes ouvert. Racontez-nous un tout petit peu également ce qui s'est passé pour que vous vous retrouviez au Stade de France avant l'inauguration. En fait, il y a un pur hasard et pas un pur hasard aussi. C'est-à-dire, c'est une façon de parler qui n'est pas... c'est pas le bon français, mais bon, les gens me comprendront. À la base, mon époux était l'architecte en chef du Stade de France. Il était l'architecte en chef du Stade de France. Donc, je connaissais quand même des gens dans tout ce qui était les ingénieurs. Et puis, à un moment donné, on avait invité des gens à dîner à la maison et ils avaient écouté mes chansons. Et puis, ils m'ont dit, ce serait bien si un jour tu chantais, vraiment, on ne sait pas, on t'a pas écouté chanter, on sait que tu chantes. Puis, un jour, on m'appelle, on me dit, est-ce que tu peux, il y a un casting qui se fait. Est-ce qu'il y avait 6 personnes, 6 chanteurs qui passaient? Est-ce que tu peux venir participer au casting? On ne veut pas des chansons qui partent on voudrait le son. C'est-à-dire une chanson avec une voix ronde.
Et donc, j'ai sélectionné dans mes chansons une chanson. Je ne savais pas du tout si elle allait venir. Je suis venue. J'en ai pas parlé à mon mari. Et j'arrive au stade. Pour le casting, je pensais qu'il était au courant. Je me demande, mais qu'est-ce que tu fais là? Je dis, mais tu n'es pas au courant. On me demande de venir faire un casting. Je me dis, j'étais pas au courant. Et c'est comme ça qu'on me sélectionne. On nous sélectionne une deuxième personne aussi. Sauf que la personne qu'on avait sélectionnée, elle avait une chanson qui n'avait pas... c'était un orchestre, une orchestration. Moi, ce qui les a intéressés, c'était que c'était avec 5 musiciens. C'était vraiment très restreint, c'était acoustique. Et ils ont voulu tester l'acoustique du stade et savoir si... et puis donc, ils se sont dit, vu qu'il y a cette inauguration officieuse, donc ils ont organisé le match, un match donc entre le Variété Club de France et l'équipe qui avait construit le stade. Et j'ai chanté donc à cette occasion, et il y avait un ingénieur du son qui testait le son. C'était pas un concert juste pour un concert, c'était pour tester le son, pour savoir s'il était possible de pouvoir à l'avenir faire des concerts au Stade de France. Et ils avaient besoin vraiment de quelque chose d'acoustique. Pour harmoniser. Le son. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée chanter au Stade de France. Alors, Julia, on se rend compte que vous êtes de cette génération des retraités aujourd'hui, mais qui sont toujours sur la scène. Elvis Kemayo, et bien d'autres qui sont décédés déjà, paix à leur âme. Paix à leur âme. Que vous connaissez. Alors, je suis orpheline plusieurs fois. Alors, vous qui regardez souvent la télé, quelques informations, de voir comme ça toute une génération qui s'effrite, les noms, ça continue à vous parler quand même? C'est des noms, et chaque nom a des souvenirs. Puisque j'ai chanté avec eux, j'ai fait des concerts avec eux. Mais donnez-nous les noms, on veut savoir. Mais il y a Toto Guillaume, il y a Coty François, il y a Cambi Brillant. Et Cambi Brillant, il ne le sait pas, mais quelque part, j'ai l'impression que c'est mon ange gardien. Parce que à un moment donné, c'était dans les années 91, je faisais un vilain cauchemar, je dormais en pleine nuit. Je ne lui ai jamais dit, mais il le saura. Et donc, j'étais seule dans l'appartement. Mon compagnon de l'époque était parti en voyage, et j'étais seule, et je faisais un vilain cauchemar. Et donc, je n'arrivais pas à me détacher des liens de ce cauchemar, quelque chose d'affreux qui m'arrivait. Et puis, le téléphone sonne. Je n'arrivais pas à prendre le téléphone. Et je priais mon Dieu, je disais, mon Dieu, aide-moi à décrocher ce téléphone. Et c'était, quand je décrochais, c'était Ekambi Brillant. Il me dit, mais tu as couru? Je dis, je ne peux pas savoir ce que tu viens de faire. Tu viens de me sauver. Pourquoi? Parce que j'étais... c'était quelque chose de terrible. Et c'était quelque chose qui devait m'arriver. Et il m'a dit, non, tu ne peux pas rester toute seule dans ton appartement. Il m'a dit, est-ce que tu es seule dans ton appartement? Je dis, oui, je suis seule aujourd'hui. Il me dit, non, tu ne peux pas rester là. Tu viens à la maison. Et à l'époque, il était avec Stella. Et donc, je suis allée les rejoindre. Il m'a donné son adresse. Il l'avait appelé par hasard parce qu'il avait mon numéro de téléphone. Et il savait pas, il n'y avait pas un nom sur le numéro de téléphone. Donc, il était en train de remettre son carnet d'adresse. Donc, il a appelé par hasard pour savoir qui était derrière ce nom. Et il est tombé sur moi en plein cauchemar. Et donc... Alors, Julia, on sait que vous êtes une génération de peu 30 ans en arrière, 30 ans après. Ouais. Aujourd'hui, vous décidez de revenir avec ce single qui a également été concocté par des jeunes frères qui vous ont connu, qui vous admirent, qui vous admiraient déjà depuis. Parlez-nous un tout petit peu de comment tout cela s'est fabriqué, pourquoi on arrive à sortir cette chanson. Mais
Les chansons existaient déjà parce que je les avais déjà enregistrées à New York, avec pour but de sortir. J'ai fait plusieurs projets comme ça, et à chaque fois, je n'avais pas la force d'aller au bout. Puis, un frère Christian. Un jeune frère. Un jeune frère, qui pourrait être mon fils. Ben oui. M'a demandé, mais maman, qu'est-ce que tu deviens? On t'entend plus, nulle part. Et puis c'est là que il m'a demandé pourquoi je ne chantais plus. C'était pas évident parce que c'est pas facile d'expliquer par téléphone à quelqu'un qui ne te connaît pas, que tu ne connais pas, pourquoi tu chantes pas. Et il a tellement insisté au bout de 3 fois, comme si c'est Dieu qui l'envoyait. Je lui ai dit, écoute, viens à la maison. Ma maison, je n'ouvre pas parce que c'est mon temple secret. Je lui ai dit, viens à la maison. J'ai fait un petit repas, c'était pendant la période du Covid. Le Covid dur, là. Il est venu, le couvre-feu était à 6 heures. Et j'ai fait un petit poulet, donc il a mangé rapidement. Et il fallait qu'il reparte. Je lui ai expliqué pourquoi, donc pourquoi je ne chantais pas. Il a fondu en larmes. Quand je lui ai dit tout le chemin par où j'étais passée, la perte de ma mère à 56 ans, brutalement, sans être malade, mon père qui n'a pas surmonté, qui est mort 3 mois plus tard, ma sœur à 40 ans, une autre sœur avec laquelle j'ai dansé, Émilie, qui est morte aussi, et puis les autres frères qui ont suivi, et puis mon époux, il a craqué, il s'est mis à pleurer, donc c'est moi qui lui ai remonté le moral. Et c'est là il m'a dit, écoute, Julia, je vais t'aider. Je connais des musiciens. Je lui ai dit, écoute, j'ai essayé d'approcher quelques musiciens, mais c'est pas évident. Quand on n'a pas d'argent, on n'a pas les moyens de revenir sur scène et on n'a pas des ressources. C'est pas évident de revenir. Il faut avoir vraiment des ressources, les musiciens, parce qu'il n'y a pas que l'argent, mais il y a aussi le relationnel. L'humain. Et puis, donc, il m'a dit, je vais t'aider. Envoie-moi les chansons. Donc, je lui ai envoyé les chansons. Il a fait appel à son grand frère et ami aussi, notre grand ami, le grand pianiste Justin Boven, et qui a fait la programmation. Et je peux vous assurer que je voulais chanter, mais j'avais l'impression que ma voix m'échappait. Je n'avais pas de voix. Et puis, et c'est là que le jour du studio, quand je suis rentrée vraiment au studio pour enregistrer les chansons, une fois que tout était mis en place, que les musiciens sont arrivés, les bassistes, par hasard, il y avait André Manga qui était de passage LA, qui était de passage à Paris, mon petit frère Guy Sanguet, sans oublier Olivier Chimanga et tous les grands musiciens qui sont venus vraiment spontanément, comme si c'était un esprit. Vous citez là une jeune génération assez percutante. Ouais. Qu'est-ce que cela représente pour vous? Ça représente une certaine reconnaissance. Pour moi, je me dis, mais en fait, ils m'ont fait confiance. Il y en a qui ne savaient même pas ce que je fais. Ils vous ont ressuscité en quelque sorte. Ils m'ont ressuscité. Il y en a qui ne savaient même pas. Il y en a qui ne me connaissaient pas. Il y en a qui ne me connaissaient pas du tout. Il y en a qui avaient entendu parler de moi de façon vague. Sommet, oui. Oui, sans savoir ce que j'avais fait. Parce que, évidemment que
on est des ancêtres, disons, on est venu avant la télé, on chantait déjà avant la télé. Malheureusement, les jeunes générations ne connaissent pas les Betty Betty, tous ces gens, même les Marthe Zambo, oui, c'est un peu dans l'imaginaire. Dans l'imaginaire, les bébés mangas, donc que j'ai reçus dans mon cabaret en Côte d'Ivoire, qui était une grande amie. Donc tous ces gens, mais il y avait des grandes chanteuses, qui étaient connues, mais il n'y avait pas la télé. Donc moi, je fais partie de celle-là. Et puis, c'est pourquoi, pour moi, ça a été... je ne sais pas comment leur dire merci. Je leur dis merci d'ailleurs de m'avoir fait confiance, de m'avoir ressuscité. Et quel est le message que vous véhiculez à travers ce dernier single, en fait? C'est un message, en fait, d'espoir. Pourquoi? Parce que, déjà, les titres des chansons, ça parle vraiment de ce qui se passe actuellement, les changements climatiques, alors que c'est des choses qui ont été écrites depuis longtemps. Bim Belle, c'est Bim et Belle. Il faut que je le prononce vraiment en bafia. Bim Belle, je l'ai composé quand il y a eu le tsunami en 2005 au Japon. Oui, en Asie. En Asie, pardon, en Asie. En Asie, c'était en Thaïlande, où il y a eu énormément de morts, plus de 200 000 morts, je ne sais plus trop. Ça m'avait tellement touché. Et puis, il y avait tellement de catastrophes. Et je me disais, mais Bim Belle, ça veut dire la colère de Dieu. Et c'est quelque chose que j'avais déjà écrit à l'époque et que c'est tellement d'actualité aujourd'hui. C'est comme Butoren, c'est les réprimandes. Donc c'est des conseils que je donne à des jeunes qui ont envie de faire n'importe quoi, qui n'écoutent pas les aînés. Et puis il y a Koken. Koken, ça veut dire ne t'en vas pas. Ne t'en vas pas, parce qu'il y a pas mal de jeunes qui laissent le pays, parce qu'en Afrique a des ressources. Moi, je suis venue en France parce que je voulais voir, mais je ne savais pas que j'allais rester. Je ne voulais pas au départ rester, mais je suis restée parce que finalement, ma carrière s'est faite ici. Je me suis mariée, j'ai eu des enfants. Donc, Koken, c'est une façon de dire aux jeunes, n'allez pas mourir dans les océans. Et puis, voilà. Et puis, boum, c'est les soldats. Un hommage à mon père, qui était ancien combattant, qui a combattu pour la France. Alors, Julia, on a cette jeune génération qui ne vous connaît parfaitement pas. Mais je comprends, et puis c'est normal. Parce que lorsque vous êtes un comme Daphné, ça ne vous parle pas. Le corps, ça ne vous parle pas. Mais je vais prendre le temps de découvrir Daphné. Il faut que je note les noms. Daphné, ils sont nombreux. Daphné, franchement, pardonne-moi. Écoute, on aura l'occasion de faire connaissance. Pardonnez-moi toute cette génération. Vraiment, accueillez-moi comme votre maman, votre grand-mère peut-être pour certains. Quand je viendrai, surtout, il faut qu'on se voit, qu'on se parle, franchement. Et je suis ouverte pour répondre à toutes vos questions. Et vous allez également m'enseigner comment ça se passe, la communication au jour d'aujourd'hui. Hein? Attends, ils vont accepter votre pardon. Alors, je suis là pour conclure un message comme ça à tout ce beau monde qui, certes, ils ont une petite idée de vous, parce qu'ils vous ont adulé, ils vous ont aimé. Même si aujourd'hui vous revenez parce qu'ils vous revoient, ils se font des petits souvenirs. Que leur dites-vous? Mais je leur dis, déjà, la musique, c'est un partage. C'est un partage. Ce n'est pas une compétition. Ce n'est pas une concurrence. Parce qu'on est unique. Chaque personne est unique. Même quand on est jumeaux,
venons d'un même Placenta. sein, même placenta, chacun a son entité. Et donc, personne ne peut prendre la place de l'autre. Bien au contraire. Quand on a deux mains, c'est pour s'aider. Même quand on a une seule main, on peut faire des choses avec un pied et une main. C'est pour ça que on a besoin les uns les autres. Personne, nul n'est prophète, nul ne détient la science infuse. Moi, ce que je voudrais, c'est que on m'accueille à nouveau chez moi, parce que je ne suis pas une intruse. Vous avez votre place. J'ai ma place, je reviens chez moi. C'est pas parce que je suis partie que je n'ai pas le droit de revenir. Je reviens chez moi tout simplement. J'ai fait cet album, je l'ai dit d'ailleurs à tous ceux qui voulaient m'entendre, c'est que je ne cherche pas la gloire pour la gloriole. Je cherche à m'exprimer tout simplement. Franchement, je suis heureuse vraiment d'avoir fait cette interview, de m'avoir accordé, donné la possibilité de pouvoir m'exprimer devant mes frères camerounais. Et je vous embrasse tous. Pour ceux qui me connaissent, je suis de retour. Ceux qui ne me connaissent pas, vous allez me découvrir.